Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour David. Économiste et fondateur du cabinet Asterès. Bon, les drivers des marchés, c'est évidemment le Brexit et la guerre commerciale. On l'évoquait juste avant avec Xavier Timbaud. Ça vous inspire quoi? Alors, mini-accord, accord de principe, pré-accord. On voit les marchés qui boudent, encore une fois, peut-être à juste titre, ce qui a été annoncé. C'est une accalmie. L'âge de guerre n'est pas enterré. Non. Et la guerre commerciale n'est pas terminée. Ça, on le sent bien. Alors déjà, ce que j'observe, c'est que les déclarations de l'administration Trump sur ces questions commerciales sont très réactives au marché boursier. C'est-à-dire que très clairement, à chaque fois qu'on a une espèce de souffle sur les marchés boursiers, on a l'impression d'avoir cette administration Trump qui replie de la voile et qui est prête à faire davantage de concessions. Ce qui veut dire aussi qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la guerre commerciale en tant que telle, qui à mon avis est très nocive et tout le monde y perd. Mais vous avez aussi le sujet de l'incertitude. C'est Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui a souligné ça il y a quelques semaines. Au fond, ce qu'il explique, c'est que les politiques protectionnistes sont, dans 90% des cas, mauvaises, notamment pour le pays qui mène cette politique protectionniste. Mais là, il y a quelque chose en plus, c'est qu'on ne voit pas bien où ça va parce que l'administration américaine souffle le chaud et le froid. Après, je veux dire, il y a un vrai sujet sur la Chine et notamment sur la question de la propriété intellectuelle. Donc ça, l'administration Trump... Qui fait partie de l'accord. Voilà, non mais donc ça, l'administration Trump a eu tout à fait raison de mettre ça sur la table. Mais la réponse par la guerre commerciale, enfin par les droits de douane, en fait, tout simplement, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Alors au niveau global, parce qu'elle a déjà affecté le commerce international. Aujourd'hui, on a un commerce international qui stagne. Voilà, il était en progrès. Aujourd'hui, il stagne. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'au fond, ce sont les États-Unis qui sont le principal pays à payer cette guerre commerciale. Quand vous regardez le déficit commercial américain, il n'est pas du tout... Il se creuse. Ben oui, il n'est pas du tout en train de se réduire. Mais alors, contrairement à ce que souhaite Trump, il se creuse. Ben bien sûr. Et alors, quand vous regardez les exportations chinoises vers les États-Unis, elles continuent d'être très fortes. Simplement... Elles sont en baisse, les exportations des Chinois. Pas énormément. Elles baissent un peu. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est que les exportations vietnamiennes, par exemple, vers les États-Unis, sont en train d'exploser littéralement. Ouais. Mais à qui appartiennent les entreprises vietnamiennes qui exportent aujourd'hui vers les États-Unis? Aux Chinois, bien évidemment. Donc, en réalité, si vous voulez, pour la Chine... C'est une espèce de transfert. Oui, ce n'est pas un énorme problème. Le problème, il est pour les États-Unis. Et puis, voilà, les incertitudes que ça génère au niveau mondial, le commerce mondial, la contraction du commerce mondial, enfin sa stabilité, toutes choses égales par ailleurs, les incertitudes, c'est mauvais pour la croissance. On entre ou pas en phase de désescalade dans cette affaire, ou on reste encore une fois très prudent? Non, moi je resterai très prudent, parce que depuis le début de cette affaire, on voit bien qu'on a soufflé le chaud et le froid. Et puis après, il y a un autre sujet dont je me méfie, c'est que l'administration Trump est obnubilée par la Chine. Le gouvernement chinois répond de façon assez rationnelle. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'administration Trump, je trouve, se tourne aussi de plus en plus vers l'Europe, tourne de plus en plus son regard vers l'Europe. Alors là aussi, je suis assez confiant parce que je trouve que la précédente Commission européenne, la Commission Juncker, avait bien géré les tensions. Juncker avait dit, qui était quand même quelqu'un d'assez fin, enfin on pouvait lui faire tout un tas de critiques, mais il avait dit, si vous menez une politique imbécile, nous aussi on est parfaitement en capacité de mener une politique imbécile, ce qui était plutôt une bonne réponse. Mais voilà, je pense que cette administration, elle est extrêmement politique. Trump, je crois que c'est ce que Xavier Timbaud a dit, je souscris parfaitement, en fait il fait de la politique. Il ne fait pas de la politique économique, il fait de la politique pour satisfaire son électorat. La situation politique aux États-Unis, elle est en train quand même de se compliquer. Certains ont dit parce qu'il est attaqué sur plusieurs fronts, sur la procédure d'impeachment, de destitution qui est en cours, sur ce dossier syrien avec ce retrait, encore une fois, des troupes américaines. Il fallait qu'il sorte une espèce de contre-feu médiatique. Oui, et puis il a une candidate à gauche qui est en train d'émerger, Elizabeth Warren. Joe Biden baisse beaucoup dans les sondages, Bernie Sanders est hors course. Et là, il fait face à une candidate alors sur laquelle il y aurait plein de choses à dire et beaucoup de critiques à émettre de mon point de vue, mais enfin qui, en tout cas, voilà, est en train d'arriver avec en plus des thèmes qui sont très porteurs aujourd'hui dans la société américaine, comme une critique très forte contre les GAFA, notamment. Bon, voilà, donc la situation politique aux États-Unis, elle est très incertaine. Ouais. On comprend bien que c'est pas, on l'a dit, répété, mais c'est pas un accord global, loin s'en faut, parce que sinon on aurait supprimé toute l'avalanche de surtaxes
que les uns et les Oui. autres se sont infligés depuis 18 mois. Ce n'est pas le cas. Non, mais non, c'est pas le On cas. ne sait pas ce qui va se passer sur les prochaines hausses de taxes prévues Exactement. en décembre. Bien sûr, exactement. Alors, on paye là aussi, si vous voulez, la sortie progressive, et que je regrette, et qui j'espère est temporaire, mais des règles multilatérales. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'OMC aujourd'hui, alors, je suis un peu méchant si je dis que c'est un zombie, mais enfin, c'est quand même pas très loin de ça. Et je le regrette, parce que les institutions comme l'OMC, elles sont imparfaites, mais enfin, elles dessinent quand même un ordre international dans lequel on a un peu de prévisibilité. Alors, c'est des bureaucraties, hein, c'est sûr, mais ça donne de la prévisibilité. On ne peut pas tout faire. Là, comme vous le dites très bien, mais au fond, on a une espèce de duopole entre Xi Jinping et le président Trump, avec une partie quand même du côté Trump, voilà, qui agit de façon assez imprévisible et qui ne va pas au fond du sujet. Parce que je le répète, je ne suis pas naïf. Hein. Il y a des sujets. Hein. Je veux dire, la Chine, il faut dire la vérité quand même. Ça fait 20 ans qu'ils pillent la propriété intellectuelle de l'Europe et des Asiatiques. Donc il y a un sujet. Quoi est-ce qu'on a avancé avec ce préaccord? Mais non, mais on n'a pas avancé. Je suis bien d'accord. Sur quel dossier on a avancé? On a compris qu'il y avait 5 semaines pour rédiger quelque chose, que sur la propriété intellectuelle, il y aurait des choses, que sur l'ouverture des services financiers, il y aurait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent, apparemment, on l'a dit juste avant, les achats de produits agricoles et le fait que les hausses virtuelles de taxes qui devaient arriver dans 3 jours n'auront pas lieu? Non, mais votre première points, question, David, c'était est-ce qu'on peut pousser un ouf de soulagement? Je vous ai dit c'est une trêve. Parce que c'est pas un armistice. Oh, pardon, mais non. On est entre la. Alors, oui, enfin, c'est pas un armistice. Parce que des trêves, il y en a eu d'autres. Non, qui n'ont pas tenu d'ailleurs entre Américains et Chinois. Oui, non, en plus, là, ce sont des menaces qui ne sont pas exécutées, qui sont repoussées dans le temps, etc. Donc, et comme vous l'avez dit, c'est ce que l'on vit en réalité depuis 2 ans. Donc, la guerre commerciale, cette tendance à la guerre commerciale, elle continue. Ça continue. Voilà. Et c'est mauvais. Non, mais d'où la réaction des marchés, ce qu'on disait juste avant, d'où la réaction des marchés. Pour l'instant, on n'achète pas. Bien sûr. Ben non, ils n'achètent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des. Au fond, vous avez 3 grandes incertitudes qui pèsent sur la croissance mondiale. Vous avez en 1, la guerre commerciale. Le Brexit. En 2, en 2, si vous voulez, le Brexit. Et en 3, quand même, les implications de la politique de taux zéro, voire de taux négatif de la Banque centrale européenne, qui ont un effet ambivalent, parce que d'un côté, évidemment, elles sont favorables pour les marchés, parce que ça va être de la liquidité, etc. Mais de l'autre, ça envoie des signaux aux agents économiques qui sont des signaux complètement irrationnels, du type le futur est plus certain que le présent, parce que c'est ça, hein, quand les taux d'intérêt sont négatifs, le taux d'intérêt, c'est ce qui rémunère l'incertitude. Donc si vous avez des taux d'intérêt négatifs, vous dites aux agents économiques, on a plus de visibilité sur ce qui adviendra dans 10 ans que sur ce qui advient dans 10 heures. Ce qui est une aberration. Ce qui n'a aucun sens, bien évidemment. Mais cette aberration, elle est là, elle va durer. Oui, mais je pense que c'est un problème comme la guerre commerciale. Je pense que c'est un problème majeur. Moi, je suis pas. Alors, on est en train de faire un peu le bilan de Draghi, là, évidemment, puisqu'il va partir. Je pense que Draghi est un très bon gouverneur de la BCE. C'est pas ça. Le sujet est beaucoup plus profond. Il a été posé par Jacques Delarosière dans Les Échos il y a quelques mois. Le sujet, c'est est-ce que 2% pour la BCE, c'est la bonne cible d'inflation? Moi, je pense que non. Il était la semaine dernière chez nous, Jacques Delarosière. Il nous a dit 1%. Il a raison. Je pense qu'il a raison, puisque là, en fait, on court après une cible. Ouais, et Trichet lui a répondu chez moi aussi, dans l'émission. Trichet a répondu oui, mais dans ces cas-là, dans 3 ans, on mettra 3% et on bougera tout le temps l'objectif. Non, on ne bougera pas tout le temps d'objectif. Aujourd'hui, on est dans une période très particulière de mutation technologique avec le numérique, l'intelligence artificielle, les robots. Ce sont des périodes qui sont plutôt déflationnistes. Vous avez en plus la mondialisation. Donc, on court après une cible. Mais attendez. Mais vous mettez 1% d'inflation, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne bougez plus les taux aujourd'hui. Vous ne les bougez plus. Ils sont déjà très bas. Ouais. Et même vous les remontez. C'est pas grave. Jacques Delarosière, il faut remonter les taux. Alors les remonter, c'est peut-être pas le moment puisque là l'économie ralentit, donc je les remonterai pas si vous voulez. Mais en tout cas, cette perspective au fond, selon laquelle si on était à 0% de croissance, voire à une croissance négative en 2021 ou 2022, on n'en sait rien. Je suis pas en train de prédire une crise, mais on n'en sait rien. Il faudrait qu'on ait des taux directeurs qui soient à combien du coup? -3, -4? Ouais. Vous vous rendez compte de ce là, on envoie on envoie au tapis toute la banque déjà, les banques, les assureurs. Juste la banque, les assureurs, parce que là aussi, ce sont des choses qui sont mal comprises et mal connues. Mais vous avez une réglementation bancaire, BAL 3, Solvency 2, etc., bancaire assurantielle qui s'est beaucoup durcie depuis 10 ans. Et quand vous avez des taux négatifs, en réalité, eh bien, pour respecter toujours cette régulation financière, les banques vont avoir tendance à contracter le crédit et les compagnies d'assurance à aller vers des investissements qui sont moins risqués. Donc c'est le contraire de ce que souhaite la politique monétaire. Bien sûr. Bon, on parlait du Brexit quelques secondes, juste négociations qui sont évidemment intensifiées dans cette dernière ligne droite
avec les Européens et les Britanniques. Certains ont dit ce week-end, Londres est prêt à faire des concessions. Est-ce qu'on s'éloigne ou pas d'un accord du pire? Cette semaine est cruciale parce qu'effectivement, il y a ce sommet européen jeudi, vendredi à Bruxelles. Le temps est compté maintenant. Oui, mais ça, c'est le problème de nos amis britanniques et du gouvernement britannique. Ce sont eux qui ont demandé à sortir. On ne les a pas virés de l'Union européenne. Moi, j'aurais préféré qu'ils restent. Donc, ils partent. Et en réalité, ce qu'on voit, bon, le problème, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde est au courant, mais c'est le problème de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ce que l'on voit, c'est que le Premier ministre Boris Johnson, progressivement, se range à la solution de Theresa May, qui est très exactement celle-là même qu'il avait jugée comme étant absolument scandaleuse. Bon, vous dites que avec les Brexiteurs, on n'est plus à un mensonge près ou à une incohérence près, puisque de toute façon, toute la campagne, et l'histoire jugera de toute façon, de Boris Johnson à Nigel Farage, toute la campagne n'a été que des mensonges. Ça continue aujourd'hui. Évidemment, là j'enfonce toutes les portes déjà ouvertes de Boursorama. Il vaut mieux qu'il y ait un accord que pas d'accord, parce que quand vous êtes pêcheur en Normandie, que vous allez pêcher des coquilles Saint-Jacques dans les eaux anglo-normandes et qu'après le 31 octobre, s'il n'y a pas d'accord, vous n'avez plus le droit de les pêcher, et vous ne pouvez plus vivre parce que vous ne pouvez plus les vendre sur le marché, et pareil pour nos amis britanniques dans l'autre sens. Qu'est-ce que je voulais que je dise? C'est l'irrationalité de la politique, c'est d'une stupidité sans nom. Donc, bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait un accord, mais l'intégrité. Michel Barnier a fait une négociation formidable. Vous remarquerez d'ailleurs que les 27 gouvernements ont été unis. Macron, Orban, Conté, etc. C'était pas écrit d'avance. Merkel, des pays qui ont des désaccords sur tout, ont été parfaitement unis, ce qui montre au passage que l'Union européenne, quand elle a une incarnation politique talentueuse et une ligne directrice, elle sait parler d'une seule voix. Là, en l'occurrence, c'était l'intégrité du marché unique. Ça marche formidablement bien. Les Britanniques sont nos amis pour la vie. C'est toujours le flou, ça se termine comment? Non, je pense que... Alors, vous voulez que je fasse un pronostic? Bon, c'est très dangereux. J'ai le sentiment qu'on va plutôt vers un accord quand même. Parce que nos amis britanniques sont en train là de bouger, parce que tout le monde a bien conscience que ce serait stupide de ne pas avoir d'accord. Mais enfin, l'économie britannique, elle est déjà abîmée. Baisse de l'investissement des entreprises. Et ce que l'on dit moins, ce qui me frappe beaucoup, explosion des investissements directs britanniques dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ce qui se passe concrètement... C'est l'effet contraire de ce qui est exactement. C'est que et ça, on le voit dans les chiffres. Les entreprises britanniques, elles sont en train de déménager dans l'Union européenne pour être sûres d'avoir accès au marché unique. Évidemment. L'alpha et l'oméga, le marché. Quelle stupidité entre nous quand vous y parlez. Bref. Il nous reste quelques instants pour parler du Libra. Oui. La monnaie de Facebook, parce qu'on a vu je sais, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, les grandes sociétés de paiement, on a vu Visa et Mastercard se retirer du projet de crypto-monnaie Libra. Est-ce que Libra a du plomb dans l'aile? Parce que PayPal aussi apparemment a quitté le navire, mais pas Uber, Spotify ou d'autres. Non, Libra se fera. Alors évidemment, il y avait un écosystème qui avait été présenté qui était absolument magnifique. En fait, si certains partent, c'est tout simplement parce qu'il y a une menace des régulateurs et une menace politique, notamment aux États-Unis, avec ce front, notamment des démocrates, de la gauche du Parti démocrate, donc ce front anti-GAFA qui est en train de se constituer. Qui ont dit à Mastercard ou à Visa, attention, le risque d'image si ça ne marche pas, et puis on ira regarder un peu ce que vous faites. C'est surtout ça, bien sûr. Donc ça leur a fait peur, après tout ce qu'on peut comprendre. Mais le Libra n'a pas du plomb dans l'aile avec ça? En tout cas, je pense que ces monnaies numériques, on les aura parce qu'il y a un sujet, il y a un besoin, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas bancarisés. Le sujet est là. Les systèmes de paiement ne sont pas très efficaces. Vous pensez à quel pays? Et je pense plutôt à des pays émergents, à des pays pauvres, entre guillemets, comme les pays d'Afrique subsaharienne. En France, moi, je suis très content de mon système de paiement, si vous voulez, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un besoin qui est... Regardez, au Venezuela, par exemple, on voit bien que les cryptos, même le Bitcoin, qui n'était quand même pas une super monnaie, c'est le moins qu'on puisse dire, le Bitcoin était très utilisé au Venezuela, enfin, il est toujours très utilisé au Venezuela. Donc, il y a un besoin qui existe. Moi, je pense que l'un des avatars de cette troisième révolution industrielle, c'est les systèmes de paiement. On le voit déjà en Chine avec Alibaba qui en fait beaucoup, qui est distributeur au départ. Et au bout du bout, la monnaie, c'est ce qu'essaie de faire Facebook avec le Libra. Donc, monnaie stable, c'était ça ce qui était intéressant que le Libra qui a été adossé au dollar. Après, je pense que Mark Zuckerberg, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, sa posture récente est de dire aux régulateurs on se soumettra de toute façon aux régulations quelles qu'elles soient. Il n'y a pas le choix. Mais c'est un peu différent de Google avec l'histoire des droits voisins, si vous voulez, en ce moment, qui dit on ne veut pas de cette loi, on ne respecte pas la loi. Non, Zuckerberg dit sur le Libra, il y va quand même très, très prudemment. On discute avec les autorités de régulation. Et je pense que du coup, du point de vue stratégique, ce n'est pas idiot. Parce que là, il est en train aussi de déplacer la pression vers les autorités de régulation qui disent bon sang, c'est quand même un nouveau truc. En ayant beaucoup moins de partenaires aussi embarqués.
Il y en aura moins, c'est sûr. Ah, bah ouais. Oui, il y a des gens qui ont un petit peu peur quand même, qui veulent conserver d'excellentes relations, parce que Facebook a un énorme pouvoir, évidemment, économique. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui composent son écosystème. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Merci, invité David. donc de la grande interview Nicolas Bouzou, en direct sur Boursorama, économiste et fondateur du cabinet Asterès. Merci. Merci.